alsacien. Ces mariés juifs d'Alsace en costume traditionnel se sont unis quelques années avant la Révolution dans la petite ville de Rosheim, l'un des centres juifs au XVIIIe siècle. 120 ans plus tard, leur petit-neveu se marie, aussi à Rosheim, mais des corps et costumes ne sont plus les mêmes. Le judaïsme alsacien a subi entre-temps une transformation profonde. Mais ce n'est pas d'histoire que nous vous parlerons aujourd'hui. Si vous avez suivi nos 4 émissions précédentes, vous connaissez déjà les grandeurs et les vicissitudes de cette branche du judaïsme rhénan que représente l'Alsace. Toute une civilisation est née ici, qui reste encore vivante grâce aux témoignages émouvants de l'art populaire. Ces mapotes sont confectionnées avec le lange utilisé au moment de la circoncision. Brodées ou peintes, elles portent le nom et la date de naissance de l'enfant qui, à l'âge de 3 ans, l'offre à la synagogue pour envelopper le rouleau de la loi. Moins originaux, mais tout aussi émouvants, les objets quotidiens qu'on trouve dans chaque maison juive attestent la pauvreté matérielle et la richesse spirituelle du judaïsme alsacien, tel ce banc destiné au prophète Élie, traditionnellement invité à participer à toute circoncision, ou ces mezuzot, appelés à orner le linteau des maisons juives et qui en Alsace sont réalisés en bois, non en métaux précieux, comme cette érouve Porte Matza, où l'étoile de David est surmontée d'un aigle autrichien à 2 têtes, sculpté à Jungholz en 1770 par un artiste anonyme. Dans chaque maison juive se trouvait aussi un tableau portant le mot Mizrach, qui en hébreu signifie Orient. C'est en effet vers l'Est que le juif se tourne chaque jour dans sa prière, vers Jérusalem, toujours présente en son cœur et où, selon la légende, s'envolent en hiver les cigognes. Et même les objets les plus simples, les plus quotidiens, rappellent avec une évidence naïve qu'on est ici dans un foyer juif. Les juifs d'Alsace, comme les juifs du shtetl polonais, comme les juifs d'Afrique du Nord, eh bien, sont juifs 24 heures sur 24. C'est leur identité même, c'est leur condition même. Ils le sont naturellement. Ils ne se posent pas des questions métaphysiques, être ou ne pas être juif. C'est leur identité profonde qui est juive. Alors, toute la semaine s'articule en fonction de ce point focal que sera le Shabbat. Ce n'est pas une image d'Épinal. Un tas de marchands de bestiaux, un tas de colporteurs qui affrontent la campagne alsacienne, avec souvent le chien qui aboie, avec le gosse qui court derrière lui et qui le traite de sale juif, ou qui se moque du juif. On tutoie le juif exactement comme aujourd'hui on tutoie l'ouvrier nord-africain dans un autobus. Et ce juif, si vous voulez, ne se sent pas blessé et atteint dans sa dignité parce qu'il sait qu'il doit durer. Il doit durer pour lui, pour les siens, pour les juifs. Et il sait aussi qu'il y a un moment où il redevient homme parmi les hommes, c'est le Shabbat. Et ce judaïsme qui est un peu un judaïsme, j'allais dire, de crève-la-faim, qui se nourrit pratiquement pas, qui est extrêmement frugal tout au long de la semaine, eh bien, il va être installé effectivement comme un prince, comme un roi, avec une surcharge de nourriture, le Shabbat. Il redevient homme, il a le temps libre, il a le temps devant soi, pour lui, pour les autres, pour sa famille. Est-ce que la cuisine judéo-alsacienne existe vraiment? Oh, c'est sûr. La cuisine judéo-alsacienne, c'est pour moi une donnée fondamentale de ce judaïsme. D'abord parce que chaque fête évoque pour moi un certain plat, une certaine odeur. Chaque fête est non seulement rythmée par une liturgie, par une rencontre avec les autres juifs à la synagogue, mais rythmée aussi par le plat tout à fait spécifique que la mère de famille juive prépare pour cette fête. Et déjà, si vous voulez, bien avant la fête, le juif qui bat la campagne se réjouit à l'idée du mets qu'il va retrouver au moment de la fête. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas des mêmes mets que mangent les juifs, par exemple, d'Europe orientale? Pas du tout. Il s'agit d'une certaine nourriture qui est peut-être, comme celle des juifs d'Europe orientale, une nourriture souvent surchargée, une nourriture peut-être plus grasse, plus chaude, parce qu'elle permet les retrouvailles dans l'abondance, le Shabbat, la fête.
Mais en même temps, cette nourriture est marquée par l'environnement spécifique et l'Alsace, comme la nourriture d'Europe orientale est marquée par l'environnement slave. C'est une nourriture de pauvres et qui essaye que rien ne se perde surtout. Et puis, elle connote la chaleur, l'abondance. Alors, il y a beaucoup de surcharge, comme si l'avalanche de douceur, de sucrerie, l'avalanche de graisse pouvait compenser un peu le côté dur, le côté âpre de la vie. Le kugel, le plat traditionnel du judaïsme alsacien, a donné naissance, je crois, à des chants en judéo-alsacien et à des tableaux célèbres d'Alphonse Lévy, n'est-ce pas? Le kugel a donné naissance à des chants judéo-alsaciens parce qu'il signifie l'avènement, le festin royal, le moment où le juif d'Alsace redevient maître parmi les siens, homme parmi les hommes. Et alors, non seulement il y a eu des poèmes, il y a eu des gravures où on voit chez Alphonse Lévy ce vieux juif souriant, épanoui parce que le kugel a bien réussi. Voilà, c'est le kugel traditionnel alsacien. On le mange surtout en hiver. C'est un plat qui se mange très très chaud et qui est assez facile à préparer. On le fait avec la farine, une croûte de pain et surtout pas oublier le mica, la graisse d'animal, un oignon, un peu de poivre, un peu de cannelle et du sucre. Et surtout des couettes, des prunes ou des poires. On mélange tout et il faut faire ça il faut faire cuire ça très très longtemps. Et ça se chauffe très très bien pour manger le Shabbat. C'est pas très très cher. C'est des produits qui sont pas chers. C'est également un plat pour les jours de fête? C'est surtout un plat pour les jours de fête. Les On le enfants mange l'aiment? surtout en hiver. Les enfants et tout le monde l'aime parce que c'est sucré. Les enfants l'aiment beaucoup. Hein. C'est un poème. Merci. J'ai dit ça, Marcos, c'est une petite fourchette. Oui, je sais. Là, je te passe ma fourchette. Hein, quelques enfants qui a déjà goûté? Nanette. Voilà. Merci beaucoup. C'est un judaïsme où, longtemps à l'avance par exemple, les petits marchands de bestiaux comme mon père, lorsqu'ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied à travers la forêt, eh bien avant les fêtes juives, ils répétaient dans la forêt les airs traditionnels qu'ils allaient entendre à la synagogue ou qu'ils allaient chanter à la table familiale. Ça, c'est un trait qui est pour moi spécifique de ce judaïsme d'Alsace. Il y a une espèce de bonhomie que moi je voudrais, si vous voulez, maintenir. La chaleur, la tendresse, l'intimité profonde qui caractérise la vie juive en Alsace se retrouvent aussi dans le savoureux dialecte judéo-alsacien où proverbes et dictons témoignent d'une sagesse populaire souvent attendrissante, ainsi que dans ce qu'il est convenu d'appeler l'art populaire. Il y a eu, au XIXe siècle, tout un art populaire. Et pour moi, c'est une dimension fondamentale. Il y a un art populaire juif, il y a des objets juifs qui ont exactement le même style, la même facture que les objets de la campagne alsacienne, mais qui ont toute une symbolique juive. Alors que dans le nombre de collections savantes d'objets juifs, on arbore de magnifiques candélabres en argent, en or. Moi, je suis très fier d'avoir une Hanoukia pour la fête des Lumières, un chandelier qui est en poterie, en terre vernissée. Alors qu'on exhibe des mains de lecture pour lire dans le Sefer Torah, en argent, en or, moi, j'ai en Alsace ici du bois sculpté, des objets qui sont faits à la main et qui ont une charge, si vous voulez, émotive, pour moi, autrement prenante que les objets des riches, qui, au fond, étaient fabriqués par de savants artistes.
René Jasner, la liturgie alsacienne, ça existe? On parle beaucoup de liturgie alsacienne. En fait, la liturgie alsacienne est une liturgie allemande. Nous avons subi l'influence de la liturgie d'Allemagne, des villes d'Allemagne. L'Alsace a appartenu à tout le monde rhénan. Exactement. Et il existe quelques petits airs alsaciens comme ça, des airs folkloriques entre guillemets alsaciens, que nous chantons pour Simchas Torah, pour certaines occasions. שוב לרחם כי חילונו מלכי יוון הרשעות שובבינו תוללינו הרוס Parmi les objets d'art juif particulièrement prisés, on trouve de nombreux manuscrits, dont le plus célèbre est peut-être une Megillah, ou rouleau d'Esther, d'époque révolutionnaire. Vashti et Assuérus y sont représentés sous les traits de Marie-Antoinette et de Louis XVI, la reine, insouciante et orgueilleuse, étant bien entendu guillotinée. Quant à la Megillah du XVIIIe siècle que vous avez sous les yeux, elle est typique de la naïveté du trait et de l'imagination des artistes populaires. Hormis les Megillot, on trouve bien sûr aussi des Haggadot, ou rituels de la soirée pascale, manuscrites et soigneusement illustrées. Donc, comme partout ailleurs dans le monde juif, l'art juif en Alsace est d'abord au service de la vie spirituelle et religieuse, de la prière et de l'étude. L'inspiration du scribe et de l'artisan puise aux mêmes sources que celle du rabbin. Contrairement à une ignorance communément répandue, je crois que l'Alsace a laissé, le judaïsme alsacien a laissé de très grands noms dans la culture thoraïque, dans la culture profondément juive, surtout au XVIIIe. Il faut savoir que l'Alsace faisait partie d'une entité ashkénaze qui allait au-delà du Rhin, avec des échanges constants avec la Bohème, la Moravie, l'Europe centrale. Et les rabbins alsaciens ont fait carrière jusqu'en Pologne, de même que des rabbins polonais sont venus ici. Et ce n'est qu'en ce moment que l'on prête attention aux textes qu'ils ont laissés, aux manuscrits qu'ils ont laissés. Mais comment souvent c'était une culture orale, eh bien on l'a méprisée parce que la culture savante a refoulé cette culture orale. Alors je crois qu'il y avait de savants exégètes juifs au XVIIIe. Les maîtres en particulier, les maîtres en matière juive, ont été de très grands érudits et pourtant c'était des rabbins de campagne. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Dans les grandes villes, dans les grandes synagogues des grandes villes, avec les postes de grands rabbins, je ne voudrais nullement minimiser la valeur de ces grands rabbins, mais c'était quand même des postes de grande importance, de grand rayonnement, mais ils étaient fermés à ceux de mes maîtres que nous avions connus dans les campagnes parce qu'il y avait l'orgue dans ces synagogues. Or, la plupart des rabbins d'Alsace étaient des rabbins orthodoxes qui avaient fait serment de ne pas être rabbin dans une synagogue avec orgue. Alors, ils étaient obligés d'accepter des postes dans les petites villes, à Obernai, à Bar, à Haguenau, à Saverne, à Sélestat. Et là, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et acquis à cette petite communauté de quelques centaines de balais bâtim qui menaient une vie juive très très intense, mais qui étaient des gens simples et qui n'avaient pas de culture universitaire. Parmi ces rabbins qui auraient pu prétendre à une grande carrière, mais avaient fait serment de ne pas diriger de communauté avec orgue, l'un d'eux eut un destin très particulier et un rayonnement pédagogique qui dépassa les frontières de l'Alsace. Joseph Bloch, dont l'une des filles est établie aujourd'hui à Jérusalem.
Angèle Dreyfus, le grand rabbin Joseph Bloch, était un personnage assez extraordinaire en Alsace. Oui, en effet. Il est né au début, en 1875. Et son histoire s'étale à peu près presque sur un siècle, puisqu'il est mort à l'âge de 95 ans et demi. Avant de terminer ses études de rabbin au séminaire, il a fait un doctorat de lettres à l'université de Strasbourg. Il savait le latin, le grec, l'arabe, le français, l'allemand évidemment parfaitement, la littérature allemande, la littérature française. Il s'intéressait également aux mathématiques et à la physique. Et il savait évidemment l'hébreu. Votre père a commencé à écrire des œuvres à quel âge? Quand il avait 53 ans. Il a commencé à publier la Tefila, le calendrier. Et la Haggadah, une chose très importante, avec une traduction très belle et des illustrations. Et cette Haggadah et cette Tefila et ces calendriers ont parcouru le monde. Ils ne se sont pas cantonnés seulement en Alsace ou en France. Ils ont traversé les frontières, ils sont allés en Afrique du Nord, ils sont allés en Égypte, ils sont allés en Grèce, ils sont allés dans tous les pays où l'on parlait le français. Votre frère s'appelait Élie Bloch. Mon frère Élie Bloch a suivi la trace de son père, il est devenu rabbin. Et pendant la guerre, il était à Poitiers. Et au cours de son ministère, il a été arrêté avec sa femme et sa petite fille. Ils ont été déportés. Ils ne sont malheureusement plus revenus. Hélène Samuel, est-ce que les Juifs alsaciens se souciaient de l'éducation des filles juives? Toutes les filles d'Alsace recevaient une excellente éducation par de très bons maîtres, les rabbins dont mon frère a parlé tout à l'heure, qui étaient quelquefois d'éminents sages et des savants, mais il n'y avait pas une fille dans aucun village, dans aucune ville d'Alsace qui ne sache parfaitement lire, écrire l'hébreu, qui ne connaissent les prières essentielles, qui ne sachent suivre un office d'une façon complète. Les filles, les enfants, les filles, les jeunes filles des grandes villes, alors elles avaient droit à un enseignement beaucoup plus approfondi, selon qu'elles fassent partie d'une communauté plus ou moins orthodoxe. Le destin d'André Neher et d'Hélène Samuel est tout de même un peu exceptionnel en Alsace, grâce sans doute à l'éducation juive et humaniste que leur a donnée leur père, le conteur Albert Neher. Mais avant de parler du conteur, parlons d'abord de la ville natale des Neher, Obernai, dont la longue histoire mérite d'être racontée. Non loin de l'actuelle place du marché, on peut encore voir la ruelle des Juifs, vestige de la juiverie où se réinstalle au XVe siècle une petite communauté grâce à la protection du roi Robert de Bavière. Ce portail roman marquait sans doute l'entrée de la synagogue dont on mentionne l'existence en 1454. À droite, on déchiffre à grand-peine le nom d'un inconnu, Shlomo, Salomon, peut-être l'un des notables qui finançait l'énorme impôt qui avait nom droit de protection et taxe de tolérance. Un portail similaire à celui de la ruelle des Juifs se trouve dans la rue parallèle et donne accès à la cave d'une maison à colombage qui, selon la tradition, fut une ancienne auberge juive. Ce portail marquait sans doute l'entrée du bain rituel attenant à la synagogue. Mais au 12 de la rue Sainte-Odile, personne aujourd'hui ne semble soupçonner la véritable portée de ces vestiges. Quittons la cave pour accéder aux étages. L'escalier, lui aussi d'époque, mène à un autre portail roman, vraisemblablement l'entrée secondaire de la synagogue de 1454. On y reconnaît nettement la trace d'une mezouza. Expulsés en 1507, les Juifs ne seront plus admis à Obernai jusqu'à l'annexion de l'Alsace par la France en 1648. Ils s'installent alors non loin de là, et au 43 rue du Général Gouraud, on peut voir dans la pierre les mains d'un prêtre surmontées de l'inscription Shimshon Kohen Tzedek, emblème de Samson HaKohen, prévôt des Juifs d'Obernai en 1702.
Cet ensemble de bâtiments était en effet le cœur du nouveau quartier juif. Au fond de la cour, au-dessus de la porte d'un garage, on découvre un très bel écusson de pierre. La date hébraïque qui y figure, 5456, soit 1696 de l'année civile, est probablement celle de la construction d'une petite synagogue. Mais la communauté s'accroît et de 12 familles passent en un siècle à 36. En 1752, une nouvelle synagogue doit être construite. Il faut grimper jusqu'au grenier pour en découvrir les vestiges, à la hauteur de ce qui fut certainement la Guéniza et la Galerie des femmes. C'est le seul exemple de synagogue baroque du XVIIIe siècle qui ait survécu en Alsace. L'arche sainte, de style rococo, était surmontée de l'inscription « Keter Torah », couronne de la Torah. Désaffectée en 1876, elle est bientôt remplacée par la synagogue contemporaine, que l'on peut d'ailleurs apercevoir par une lucarne du grenier. Profanée par les nazis et restaurée après la guerre, la dernière synagogue ne sert plus aujourd'hui qu'une communauté moribonde, décimée par l'exode et l'Holocauste. Mais c'est encore à l'heure de l'expansion que naquirent à Obernai les enfants de Rosette et d'Albert Meher, conteurs judéo-alsaciens. Je vois toujours mon père avec deux choses avec lui, la Bible et le piano. Et cela résume, je crois, parfaitement toute notre hashkafat olam, toute notre manière de voir le monde tel que nos parents nous les ont légués, à la fois la tradition juive, la plus fidèle, et l'ouverture au monde aussi, l'humanisme le plus large aussi. Alors cela caractérise l'œuvre de mon père. Il y a d'abord de mon père des écrits encore inédits, en particulier un commentaire très complet et très profond sur la Bible et sur d'autres thèmes du judaïsme, mais il y a surtout ces contes, des récits du folklore alsacien, et qui ont quelque chose de tout à fait original par rapport aux autres contes qui ont été rédigés au siècle dernier par Alexandre Weil, par Léon Cahin, par Daniel Stauben, qui était juif, mais qui, originaires d'Alsace, ont quitté l'Alsace, sont allés à Besançon, à Nancy, à Paris, ou bien les personnages juifs qui apparaissent dans l'œuvre de Derkman Chatrian, qui n'étaient pas juifs. Mon père était juif, alsacien, il a vécu en Alsace, il a modelé l'Alsace. Il était président Parnasse de la petite communauté israélite d'Obernai, puis il a été à Strasbourg où il a joué un grand rôle également au sein de la communauté. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, nous étions repliés dans le midi de la France, en Corrèze, dans ce Mahanaïm, la double demeure, le nom qu'il avait choisi parce que, entre autres, on y retrouvait cette synthèse à la fois d'un judaïsme vécu, même dans l'adversité, surtout dans l'adversité encore, et puis toujours le piano, la musique, la littérature, l'inspiration, l'imagination. Vous y trouverez des personnages qui sont déjà légendaires, qui sont surtout les pauvres gens, les humbles, ceux que mon père aimait. L'œuvre de Fürth est le représentant d'un de ces pauvres ambulants qui partaient le matin, revenaient le soir et puis s'installaient à demeure dans une famille. Et pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, fêtant avec eux le Shabbat, les Chagim, les fêtes, le Yom Shabbos et le Yom Tov. Et évidemment, c'était assez pénible pour ces familles. Et dans l'un des contes, mon père raconte que la femme dit à son mari, il faut quand même faire comprendre à l'œuvre de Fürth, c'en est trop. Le mari dit, ah non, il était déjà reçu par mes parents séliques, je ne peux pas le mettre à la porte. Mais on va inventer un stratagème. Alors le soir, l'œuvre de Fürth qui revient comme un automate, sa journée de travail terminée, et le couple vient à sa rencontre. L'œuvre de Fürth ne touchait à rien de notre dîner. Nous avons subi de terribles malheurs. Nous avons décidé de mettre fin à notre vie. Nous avons mis du poison dans la soupe. L'œuvre de Fürth les regarde
entre, dépose son baluchon, se lave les mains, dit la bracha netilat yadayim, s'installe, dit la bracha, la bénédiction aussi sur le pain, trempe son pain dans le sel, le mange et commence à tremper de bon cœur sa cuillère dans la soupe et mange. Il leur dit: mes chers enfants, si vous voulez tous mourir, moi je ne veux pas survivre seul. En fait, les contes d'Albert Neher, votre père, c'est tout à la fois l'humour et la tendresse du judaïsme alsacien. Je crois qu'en Alsace, il y a, en miniature évidemment, mais enfin c'est une miniature très caractéristique et qui est un élément important de l'ensemble de la vie du peuple juif et de l'histoire du peuple juif, de quelque chose d'intellectuel, de très haut niveau, et en même temps de quelque chose de vécu au niveau simple, du chant, du Shabbat, des fêtes, de la poésie et de l'humour aussi. L'une des œuvres importantes du judaïsme alsacien durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont des Haggadot manuscrits que la famille Neher rédige à Lanteuil, appelé par Albert Neher Mahanaim, la double demeure. Nous n'avions pas de texte Haggadah pour Pessah, et Pessah c'était pour nous la fête de la libération, la fête dont nous attendions qu'elle nous dise chaque année que la servitude dans laquelle nous étions, entourés par les Allemands, menacés par eux, allait prendre fin et que nous allions retourner en Alsace ou en Israël, plutôt encore à Jérusalem, vers où nous aspirions. Ces Haggadot, nous les avons rédigés. Mon père, mon frère, Zichronam Livracha, mon beau-frère, le mari d'Aya, Nathan Samuel, et moi-même, à la main, de mémoire en partie, au moins la première. Nous étions obligés parfois de cacher ces Haggadot à peine commencés chez des paysans, puis de les reprendre. Nous les reprenions, nous nous remettions au travail. Mon père faisait les enluminures, mon beau-frère l'écriture, mon frère et moi les poèmes, les piyutim. À chaque seder de ces 4 années, une nouvelle Haggadah venait s'ajouter aux Haggadot précédentes. La dernière a été utilisée en 1944, quelques jours après que la division SS, la division das Reich SS, avait ramassé tous les Juifs de la région. Nous avons été épargnés par miracle et nous avons fêté le Seder, fait les matzot nous-mêmes et lu la Haggadah dans ces 4 Haggadot. Mon père est décédé ensuite en janvier, c'était la dernière qu'il avait pu rédiger. Et nous, ici à Jérusalem maintenant, nous vivons quand nous faisons le Seder en Israël, à Jérusalem, à Rehovot, à Bnei Brak, nous faisons le Seder avec ces Haggadot. Nous revivons toute cette histoire et nous enseignons par là comment on peut spirituellement durer et résister. Bonjour. Le judaïsme alsacien, nous l'avons vu, est un judaïsme très riche d'histoire, d'expérience, de culture. C'est en fait toute une civilisation. Et aujourd'hui, pour notre dernière émission, nous allons découvrir un nouveau judaïsme alsacien, un judaïsme de l'après-Deuxième Guerre mondiale, un judaïsme de mutation, mais peut-être aussi de pérennité. Freddy Raphaël, la Seconde Guerre mondiale pour le judaïsme alsacien, comment se passe-t-elle ? Elle se passe d'abord hors d'Alsace, je crois que c'est ce qui est important. Les Juifs ont été tous obligés de se mettre sur les chemins de l'exil. Ils ont été obligés de quitter l'Alsace, si bien que pour la première fois depuis le XIIe siècle, l'Alsace était de nouveau vide de Juifs. Alors qu'il y avait eu une présence continue, c'est la première fois qu'il n'y avait plus de Juifs en Alsace. Ils se sont retrouvés sur les routes de l'exil, à l'intérieur, comme on dit, notamment dans des endroits comme Périgueux.
Et sur cette route de l'exil, pour la première fois, ils ont peut-être découvert l'autre juif, le juif qui venait d'Europe orientale, qui lui était un étranger. Jusque-là, surtout, ces juifs alsaciens n'avaient pas voulu être des étrangers. Et ils ont été, eux aussi, exilés comme des parias. Nous avons été évacués dès le début de la guerre. Et toute la famille, les hommes étaient mobilisés. Et donc les femmes et les enfants ont été réunis et envoyés quelque part. Au départ, nous sommes allés dans les Vosges, dans un petit village près de Gérardmer, à Snon. Mais très rapidement, étant donné qu'il n'y avait pas de juifs et que nous avions entendu que la plupart de la population de Strasbourg s'est dirigée vers le sud, nous avons emprunté, avec tous les autres réfugiés, la route pour nous rendre dans le Périgord, dans la région de Périgueux, où s'étaient regroupés la plupart des juifs de Strasbourg. En Périgueux même, là, il y avait le rabbinat, le ministre officiant de Strasbourg, et d'une manière générale, toutes les instances de la communauté se sont regroupées à Périgueux. Il faut ajouter que tous les juifs ne se sont évidemment pas rendus à Périgueux. Les juifs de Strasbourg se sont dispersés un peu partout dans le sud. Mais officiellement, la communauté de Strasbourg et les Strasbourgeois étaient repliés dans la Dordogne, et par conséquent, la vie juive a recommencé. Il y a eu des shochatim, il y a eu des boucheries cachères, il y a eu des synagogues, il y a eu des cours, il y a eu des Talmud et Torah, qui se sont très rapidement ouverts dans cette région de la France qui, jusque-là, ne connaissait pas beaucoup la présence juive. Beno Gross, comment se passe le retour? Est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace d'avant la guerre se recompose d'elle-même, ou est-ce que c'est un très grand bouleversement? Je crois qu'il y a un très grand bouleversement. Tout d'abord, il a fallu que les Juifs reviennent, ceux qui n'avaient pas été déportés de leurs endroits de repli dans la France. Et puis Strasbourg était détruit, les petites communautés étaient presque inexistantes et n'ont pas pu se replier. Et par conséquent, la période du retour s'est échelonnée sur plusieurs années. Là encore, autant que je me souvienne, le grand rabbin Deutsch a quitté Limoges très rapidement, est un des premiers qui est revenu à Strasbourg et a essayé de recommencer la vie juive, tout d'abord par la synagogue. La synagogue de Strasbourg avait été détruite, il a recommencé à la synagogue de la rue Kageneck. Ensuite, il y a une synagogue provisoire qui a été inaugurée avec l'aide des autorités à la place Breuil, et puis finalement, on a reconstruit la synagogue de la paix. Cela ne s'est pas fait immédiatement, évidemment, cela a duré des dizaines d'années, et il a fallu reconstruire non seulement la vie cultuelle, mais également la vie culturelle, et puis toutes les œuvres qui existaient auparavant et dont, évidemment, les responsables, les directeurs et les organisateurs avaient disparu dans la tourmente. De la monumentale synagogue du Quai-Kléber, qui faisait la fierté des Juifs de Strasbourg, il ne reste, après la barbarie nazie, que cette plaque commémorative au pied des tours modernes qui s'élèvent non loin des bureaux du consistoire. Mais le premier souci de la communauté renaissante, après la guerre, n'est pas de reconstruire une synagogue, mais tout d'abord une école dont Beno Gross sera le premier directeur. L'école Akiba accueille aujourd'hui 500 élèves et possède un internat de filles et un de garçons. Avec le jardin d'enfants et l'école Yehuda Halevi attenante à la synagogue de la paix, Strasbourg peut se vanter d'être proportionnellement la communauté qui possède le plus grand nombre d'élèves juifs scolarisés de France. Alors l'école est mixte, elle accueille jeunes gens et jeunes filles. Elle est très traditionnaliste, très religieuse, effectivement, bien qu'elle est comme vocation d'être très ouverte. Nous accueillons des élèves en classe de 11e, mais nous accueillons également des élèves tout au long de la scolarité. Et cela pose des problèmes que nous essayons de résoudre. Nous formons des classes spéciales, en particulier dans le domaine de l'enseignement du Kodesh, de l'enseignement religieux, pour permettre à tout élève, à quelques moments de sa scolarité qu'il choisit, de rentrer à l'école Akiba. Mais ceux qui le désirent peuvent également opter pour l'enseignement juif de la yeshiva tichonite. C'est-à-dire? Qui leur permet d'approfondir leurs connaissances, de consacrer beaucoup plus de temps à l'étude, en particulier du Talmud et des commentateurs. Roland Gottschall, vous dirigez le Centre d'études hébraïques à l'Université des sciences humaines de Strasbourg. C'est un département qui existe, je crois, depuis un certain nombre d'années. Il existe exactement depuis 1955. C'est alors que le professeur Neher a eu sa chaire de littérature juive post-biblique, ce qui était une innovation parce qu'auparavant, il n'existait que des études d'hébreu classique,
C'est à partir de ce moment-là que l'hébreu vivant, bien vivant, est entré dans l'université française. Et je crois qu'à Strasbourg, on commençait à affluer des étudiants de toute la France, mais aussi de tous les pays francophones. Absolument, et spécialement du Maroc. Il y avait des étudiants qui étaient envoyés par l'école normale hébraïque de Casablanca. Et Strasbourg était donc en quelque sorte l'université pilote en ce qui concerne les enseignements de l'hébreu en France. Nous avons, depuis du DUG au doctorat, 30 étudiants environ, et en ce qui concerne l'Institut dans son ensemble, entre 120 et 130 étudiants par année. Votre centre n'est pas seulement un centre d'études, mais également de recherche. En effet, nous avons en dehors de la formation initiale et de la formation continue, un centre d'études et de recherche hébraïque qui a publié 2 collections de travaux. D'une part, des études de philosophie juive de la Renaissance, centrées autour de la pensée du Maharal, et d'autre part, des volumes proprement pédagogiques. Comment voyez-vous l'avenir de l'Institut d'études hébraïques? Je pense que l'Institut d'études hébraïques de Strasbourg a un bel avenir devant lui, en ce sens que Strasbourg est, avec Paris et Lyon probablement, un des 3 pôles de l'orientalisme en France, et qu'à l'intérieur du bloc orientaliste, l'hébreu joue évidemment, et jouera évidemment encore, un rôle assez éminent. L'Alsace n'est pas seulement à la pointe de l'éducation juive et hébraïque. Dès après la Seconde Guerre mondiale, Strasbourg était la seule ville de France à publier un magazine juif d'audience nationale, le Bulletin des communautés, devenu bientôt hebdomadaire sous le nom de Tribune juive, ainsi qu'une émission de radio régulière au Carrefour des Temps. Le Carrefour des Temps est la première radio libre juive d'Europe, si j'ose dire. Nous l'avons créée, ou plutôt non, elle a été créée par la communauté israélite de Strasbourg en 1957-1958, et j'ai repris le flambeau en 1959 pour mettre sur pied une émission d'information, de commentaires littéraires, liturgiques, où nous avons régulièrement des invités, des écrivains, des bouquins, beaucoup de musique israélienne, de la musique juive de partout, et nous essayons de lui donner un ton libre et non pas un ton compassé. Et c'est une radio libre en ce sens que nous n'avons jamais été soumis à une censure quelconque. Et je suis heureux aujourd'hui que le Carrefour des Temps ait été imité par toutes ces radios juives de Paris, qui sont 4 actuellement, à qui nous souhaitons longue vie, mais nous voulons rappeler que le Carrefour des Temps est le numéro 1. Et nous avons notre émission une fois par semaine, le jeudi, à partir de 13h. Enfin, il y a un public qui, grâce au Carrefour des Temps, à domicile, reçoit un peu de Yiddishkeit. La communauté israélite de Strasbourg vous invite à écouter son émission au Carrefour des Temps. Moi, personnellement, je suis un juif d'Alsace. Je suis né en Alsace, mais mes parents sont nés en Pologne. Et malgré cela, je me rattache à la fois à ce judaïsme Pologne qui n'existe plus, et je me rattache à ce judaïsme d'Alsace qui est celui d'André Neher, de Frédéric Raphaël et tant d'autres que nous voyons, et qui est un judaïsme singulièrement vivant, à la fois très intellectuel. C'est peut-être pour ça que c'est à Strasbourg qu'est née la tribune juive, qu'il y a eu le Carrefour des Temps, qu'il y a eu tant d'écrivains, qu'il y a eu Arnold Mandel, et Neher, Frédéric Raphaël, obligé de répéter toujours les mêmes, ont été Dreyfus et Beno Gross et tant d'autres. C'est un peu dans notre esprit la Jérusalem de l'Est. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez dit que les Juifs d'Alsace sont entrés en contact avec d'autres Juifs qu'ils n'avaient pas voulu connaître auparavant. Je crois que c'est tout à fait exact. Ils sont rentrés en contact d'abord avec les Juifs d'Europe orientale et aussi avec des Juifs d'origine allemande. Ces Juifs, les Juifs d'Alsace les avaient mal accueillis. Ils les avaient mal accueillis parce que les Juifs étaient venus d'Europe orientale comme Juifs pauvres, comme Juifs couverts de misère, au moment même, au XIXe siècle, où les Juifs d'Alsace essayaient et arrivaient enfin à être admis bien timidement dans les rangs de la bourgeoisie et d'être confrontés à leur propre image d'il y a 100 ans auparavant, en rencontrant ces Juifs de Pologne. Ils ont voulu surtout pas les recevoir, surtout essayer de les faire partir plus loin. On leur donnait de l'argent, mais à condition qu'ils déguerpissent, qu'ils aillent plus loin.
l'accueil des Juifs polonais, les Polacs, comme on les appelle ironiquement, n'est pas partout aussi déplorable. Témoin, à Obernai, l'action du conteur Albert Neher, père d'André Neher et de sa sœur Hélène Samuel. Il s'est intéressé très tôt aux Juifs venant de Pologne, auxquels il a offert un accueil effectif en installant pour eux des maisons tout prêtes à les recevoir dans un petit village situé tout près d'Obernai, en leur trouvant du travail. Ces familles-là, on nous a appris à les recevoir comme des familles amies, non pas comme des Polacs ou comme des réfugiés. Psychologiquement, n'est-ce pas, notre père avait réussi à enlever de nous ce qu'il y avait de péjoratif sur le terme polac, à nous ouvrir fraternellement, comme tu l'as dit, à tous nos frères d'où qu'ils viennent. Et 40 années plus tard, ensuite, nous avons pu, René, moi et tous les Juifs de Strasbourg et d'Alsace, et comme vous l'avez fait aussi à Paris, nous ouvrir à nos frères d'Afrique du Nord, non pas comme on ouvrait la porte à des étrangers, mais à des frères juifs. Dans tant de communautés, il y a des divergences, des frictions, ashkenazim, sephardim. Je dois dire, c'est l'honneur de notre communauté. Nous ne connaissons pas ces problèmes, nous ne les avons jamais connus. J'espère que je ne paraîtrai pas prétentieux, mais je crois pouvoir dire que l'intégration s'est faite d'une façon tout à fait remarquable à Strasbourg. Et j'en veux pour preuve le fait que dans des synagogues de quartier que nous avons construites tout récemment, il y a quelques années, nous avons associé et les juifs ashkénazes et les juifs sfarades, et qu'ils font remarquablement ménage ensemble. Certains offices sont pratiqués en rite sfarade, d'autres en rite ashkénaze, et parfois même au cours du même office, des airs ashkénazes et sfarades se retrouvent ensemble de part et d'autre. On trouve à la tête de la communauté de Strasbourg 2 jeunes dirigeants sfarades, mais pas assez. Et je crois que ceci est un certain échec de cette communauté. Le pouvoir, je dirais très franchement, est à prendre. Et lors des dernières élections, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas eu assez de voix sfarades qui se sont portées sur de jeunes sfarades. Mais je crois que ceci a une source plus profonde. Je crois que cet accueil des Juifs d'Afrique du Nord, qui a été un accueil humainement, moralement, matériellement convenable, n'a jamais dépassé la simple condescendance, le paternalisme. Je puis évoquer cette formule qui, moi, me gêne beaucoup, celle de nos frères sfarades. Ça fait le grand frère qui protège un peu le petit frère. Et ça, je crois que les Sfardim l'ont très mal ressenti. Ce qu'ils ont aussi mal ressenti, et à juste titre, c'est qu'on n'avait fait aucun effort pour les découvrir dans leur culture spécifique. On les a assimilés un peu au monde arabe, à un certain exotisme. On les a réduits à de l'exotisme, alors qu'ils sont venus porteurs de toute une culture, d'une richesse qui se manifeste dans la vie quotidienne, qui se manifeste dans les rites. Il n'y a peut-être pas assez d'efforts des Juifs d'Alsace, qu'ils soient originaires d'Alsace ou d'Europe orientale, pour les connaître dans leurs différences, pour les apprécier dans leurs différences. Et ça, ils le ressentent amèrement. Ça a été un peu difficile en arrivant ici à Strasbourg, vu que déjà dans la classe, il y avait environ 80% d'Ashkenazim, et puis ils avaient une certaine méfiance à mon égard. Je ne pense pas que les Ashkenazim en général aient la même méfiance en France, mais particulièrement aux Alsaciens. Il m'a fallu peut-être pour m'adapter avec eux un assez bon moment, quelques mois même, peut-être même 1 an. C'est alors que je suis arrivé à les comprendre et essayer de m'adapter à eux. Bon, mais après, quand l'amitié est acquise, eh ben, elle devient plus solide. Est-ce que tu es d'accord, Suzy ? Pas tout à fait, parce que moi j'ai eu toute ma culture juive pratiquement en Alsace. Je suis venue, je suis assez traditionnaliste, mais je suis passée par un internat non juif, et donc j'avais tout perdu. Et en revenant en Alsace, j'ai recommencé ma vie juive à zéro, et je voudrais dire que j'ai été parfaitement accueillie par la communauté. Et bon, j'étais régulièrement, surtout la première année, invitée par des juifs alsaciens. Et donc, je contredis un petit peu ce que dit Rafi, parce que j'ai été parfaitement intégrée au judaïsme alsacien. Et je dois dire que même au point de vue cuisine et tout ça, je me suis parfaitement adaptée. Mes parents sont encore au Maroc, ils habitent encore à Agadir. Et bon, ils sont traditionnalistes, mais ils ne sont pas aussi religieux que moi en ce moment. Pour moi, en tout cas, la venue à Strasbourg était très positive. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre, je trouve que les structures y sont, les structures de la communauté sont là.
par rapport au Maroc, où il y a beaucoup plus une dynamique de jeunes, mais moins de structures communautaires et réellement existantes. L'un des centres privilégiés de la jeunesse est le foyer universitaire juif, installé dans la cité Lorveil, au 11 de la rue Sélénique. Une gamme étonnante d'activités y est proposée qui dépasse généralement le cadre strictement estudiantin. La cité est l'héritière du Home israélite de jeunes filles fondé en 1908 par Lorveil pour permettre aux adolescentes de toute l'Alsace de recevoir une éducation juive à Strasbourg. Établi en 1928 dans son local actuel, son internat peut accueillir jusqu'à 90 étudiantes et permet l'organisation de colloques, de séminaires et de conférences grâce à l'ensemble de ses structures d'accueil, en particulier son restaurant universitaire Kasher, toujours très fréquenté. La grande majorité des étudiants, disons jusqu'à entre 55 et 60%, sont des étudiants d'origine marocaine. Il y a environ 30% d'Alsaciens, donc de toute la région, qui viennent surtout pour manger, qui fréquentent le restaurant. Pendant le week-end, ils rentrent chez eux. Dans l'ensemble, et particulièrement ça, je le ressens surtout quand il y a un repas shabbatique ou il y a un repas de Purim par exemple. Là, vraiment, nous, Alsaciens et Marocains, il faut les appeler comme ça, Alsaciens et Marocains, puisque la plupart sont d'origine marocaine, eh bien, passent des moments vraiment assez harmonieux. Enfin, il y a encore à faire, il y a sûrement à faire. Les Marocains, les Sephardim, d'après ce que je vois, en tout cas je le vois à la synagogue, s'intègrent très très bien. Je l'ai ressenti déjà à Mulhouse, où j'étais il y a encore 3 ans. Mais à Strasbourg, vraiment, les Sephardim ont toutes les structures nécessaires. Ils ont leur synagogue, ils ont la possibilité de s'intégrer en tant que tels. Et je ne pense pas que ce soit au détriment de la communauté alsacienne. Et de l'autre côté, j'espère que ce n'est pas également leur but. Enfin, je pense que Strasbourg, vraiment, répond à tous les besoins. Et les Sephardim, vraiment, trouveront ce dont ils auront besoin si vraiment ils décident d'opter pour cette ville. Il y a de nombreux arrivants qui, chaque année, viennent augmenter le nombre des Juifs de Strasbourg. Et je crois qu'ils sont attirés par une certaine judaïcité qui est affirmée à Strasbourg. La possibilité de manger kasher, la possibilité d'aller dans des écoles juives. Je crois que le fait que nous ayons une vie culturelle qui se fonde d'ailleurs dans la vie culturelle de la ville de Strasbourg, où nous essayons de jouer un rôle important parce que nous pensons que l'identité juive se doit d'être représentée dans la partie culturelle de la municipalité ou de la ville où nous vivons. Strasbourg est certainement un centre d'attraction privilégié pour qui respecte les lois de l'alimentation cachère. Épicerie, pâtisserie, boucherie, restaurant, rien ne manque. Et l'on fabrique en Alsace du pain azim à Vasselonne, ou à Goxwiller, par exemple, du vin cachère. Puisque des viticulteurs locaux ont accepté de se plier à la surveillance rabbinique, pourquoi donc se priver d'un bon petit vin d'Alsace dûment estampillé? L'Alsace offre aussi des possibilités d'accueil aux personnes âgées, à l'Hospice Elisa, près de Strasbourg, ou à Faststadt, à 35 km de Mulhouse. Et pour la jeunesse, diverses maisons de jeunes, des colonies de vacances, des yeshivot, dont à Strasbourg l'importante yeshiva des étudiants ou la yeshiva d'Egenheim, près de Saint-Louis. On peut également recevoir une formation professionnelle à l'école Hort. Chaque ville importante possède un complexe communautaire. Le plus impressionnant est celui de la synagogue de la Paix à Strasbourg, inaugurée en 1954. Il comprend des oratoires, un bain rituel, un restaurant, des locaux pour le Talmud Torah et pour les mouvements de jeunesse et une école juive primaire, Judas Halevi. Il est donc aisé d'être juif aujourd'hui à Strasbourg. La différence entre le judaïsme d'aujourd'hui et celui que j'ai connu quand j'étais gosse, c'est que à l'époque, on était des juifs non pas honteux, mais des juifs plus discrets. Aujourd'hui, lorsque nos enfants se promènent avec la kippa dans la rue, c'est une chose tout à fait évidente. C'est pas du tout une provocation, c'est une vie plus naturellement juive. Ce qui n'empêche absolument pas la participation à la vie de la cité à tous les niveaux.
Il y a des juifs qui sont conseillers municipaux à Strasbourg, il y en a dans tous les partis politiques, aussi bien de droite que de gauche, ça c'est pas mon problème, mais c'est une communauté qui s'affirme parmi les communautés spirituelles de l'Alsace. Pensez-vous que dans un siècle, la civilisation judéo-alsacienne sera pièce de musée? Oui. Je ne pense pas que le judaïsme ou la civilisation judéo-alsacienne, comme vous l'appelez, ait un avenir. Nous sommes encore quelques-uns à nous réunir, à parler de ces choses, à les évoquer, à les faire revivre. Mais au niveau de la communauté, le judaïsme alsacien s'est inséré dans l'ensemble de la communauté juive de France, qui elle-même n'est qu'une partie de la communauté juive mondiale. Les relations avec Israël, les relations avec les juifs du monde entier, les problèmes que nous posent les juifs du silence, etc., sont des problèmes qui sont aujourd'hui ressentis par le juif alsacien et qu'autrefois on ne connaissait absolument pas. Et ceci déjà fait éclater le cadre étroit d'une communauté locale, une communauté régionale. Strasbourg a une vocation européenne et je crois que par là même, notre communauté se sent également une vocation qui est celle d'être en quelque sorte le porte-parole des communautés juives d'Europe pour faire entendre la voix des juifs de l'Europe à propos de questions qui intéressent l'ensemble du judaïsme, qu'il s'agisse de l'antisémitisme, du terrorisme ou de l'affirmation de la solidarité envers Israël. Mireille Warszawski, vous êtes l'épouse du grand rabbin du Bas-Rhin et en tant que telle, vous vous occupez aussi beaucoup des organisations féminines. Les organismes féminins sont très importants. D'abord, ils sont relativement nombreux. Il y en a entre 15 et 20. Et par l'intermédiaire du glyphe, les mouvements féminins strasbourgeois sont représentés au sein du CDOF, ont donc également leur mot à dire, prennent le vent, essayent de redresser certaines situations et surtout se font voir et montrent que la communauté juive et la communauté juive féminine, dans un monde où nous savons que la femme se cherche et essaye de se trouver, nous avons quelque chose à dire et peut-être à apporter une solution un peu juive à un certain nombre de problèmes qui se posent au niveau de la femme, par exemple. Dans cette émission, nous avons accordé une place prédominante à Strasbourg, capitale du judaïsme alsacien depuis plus d'un siècle. Mais il ne serait pas pensable de quitter l'Alsace sans s'arrêter à Colmar, siège du consistoire du Haut-Rhin. Possible de parler d'un judaïsme haut-rhinois différent de celui du Bas-Rhin. Bien entendu, dans les communautés de la campagne, il pouvait y avoir certains particularismes, mais au fond, ils ne touchaient pas le culte proprement dit, il s'agit plutôt de récits folkloriques. Et au fond, la communauté de Colmar comporte très peu de colmariens de naissance. La plupart des autres sont venus des villages, et puis alors, après la guerre d'Algérie, il y a eu quelques familles nord-africaines qui sont venues s'établir. Je les plains parce qu'ils ne retrouvent pas ici le climat qui était le leur, sous un soleil plus clément. Et qui fait? Jean-Claude Catte, vous êtes président du consistoire du Haut-Rhin, du consistoire haut-rhinois, et vous représentez dans le judaïsme d'Alsace, vous, juifs du Haut-Rhin, une minorité, mais une minorité agissante. Je crois, minorité, en ce sens que nous représentons à peu près 30% de ce judaïsme alsacien, mais une minorité agissante, au moins à l'heure actuelle. Nous essayons de faire en sorte que ce judaïsme soit particulièrement vivant. C'est une communauté vraiment vivante, et je ne défends pas, si je puis dire, ma paroisse, mais effectivement, lors de mes contacts avec d'autres présidents de communautés, j'ai toujours pu constater que nous étions dotés de tout ce qui est nécessaire à une communauté, de toutes les structures, que ce soit la Chevra Kadisha, le Gan Eladim, Talmud Torah, Minyan. Je précise qu'une toute petite communauté comme la nôtre a Minyan matin et soir toute la semaine. Shabbat matin, nous sommes environ 150 personnes à l'office. Il y a beaucoup de Shomrei Shabbat. C'est-à-dire de gens qui observent tous les préceptes du Shabbat. De gens qui en observent au moins beaucoup, et disons que globalement le niveau religieux de la communauté est relativement élevé par rapport à bien des communautés environnantes. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes à Colmar? Non, je n'ai pas dit ça, tout n'est pas pour le mieux, il y a toujours mieux à faire, et notamment, un de nos gros problèmes est le problème démographique. La particularité de Colmar est que
de par le fait de son engagement communautaire, religieux, il y a à Colmar une très très forte alia. Et quand vous dites alia, c'est-à-dire que les Juifs de Colmar vont s'installer en Israël. Et s'installent en Israël. Nous avons eu au cours des 15 dernières années 75 personnes qui ont quitté Colmar pour s'installer en Israël. Je pense que ça doit être un des plus, sinon le plus grand pourcentage d'alia en France. Nous avons parlé au cours de cette émission de plusieurs courants d'immigration. Nous avons vu revenir les anciens juifs alsaciens après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu les juifs polonais monter au sommet de la communauté, les juifs sfardim prendre leur place. Il y a soudain un mouvement d'émigration d'Alsace vers Israël. Oui, il y a eu, et je crois, une émigration tout à fait exceptionnelle, puisque ce n'est pas une émigration de la base, c'est vraiment une émigration du sommet, par le sommet. C'est-à-dire que les responsables intellectuels, les responsables de la communauté, tous ceux qui ont marqué de leur empreinte la vie juive d'après-guerre, ont fait leur alia, ont fait leur montée en Israël. Si bien que la communauté s'est trouvée comme décapitée par le départ de ces juifs. En même temps, je dois dire qu'elle ressent la présence de ces Strasbourgeois en Israël et à Jérusalem, un peu comme une autre partie d'elle-même qui est présente en Israël. Je crois qu'il y a eu un sionisme, il faut bien l'affirmer, un sionisme très ancien en Alsace. Un sionisme qui se marquait par quoi? D'abord par une mystique, la nostalgie de la terre. Il y avait dans toutes les maisons alsaciennes, juives, un montre-orient, un tableau qui indiquait la direction de la prière et qui représentait souvent une Jérusalem tout à fait mythique, comme embellie par la nostalgie de l'attente. Frédéric Raphaël, quelqu'un qui voudrait étudier le judaïsme alsacien contemporain, trouverait-il quelque chose de spécifique, de vivant, ou une pièce de musée? Oh, tout à fait, il trouverait quelque chose de vivant, à condition que lui ne cultive pas la mode rétro et passéiste. Il faut comprendre que toute culture a une dynamique. Or, ce judaïsme alsacien, qui s'est enrichi par la venue des Juifs d'Europe orientale, et je dis bien qui enrichit très profondément et par la venue des Juifs sfarades, eh bien, il a comme une espèce de dynamique nouvelle. Et il est en train de il y a là une espèce de, si vous voulez, d'union à la fois dans la différence, dans le respect de la différence, mais en même temps dans une dynamique renouvelée. Et je crois qu'il y a dans cette rencontre de ces trois communautés juives sur la terre d'Alsace, avec les attaches profondes vers Israël, il y a là une structure originale, une structure vivante, et je crois que vraiment quelqu'un qui viendrait étudier le judaïsme alsacien continuerait à trouver des aspects novateurs, des aspects à la fois traditionnels et novateurs.